Ce matin et en début d'après-midi, il y a eu beaucoup de gens de divers angles qui ont parlé de risques d'IA, de différents types de risques. Donc moi, je vais me concentrer plus sur des propositions de solutions. Et les risques en particulier que je vais discuter, c'est ce qui a été évoqué par plusieurs personnes comme super-intelligence, perte de contrôle, des IA plus compétentes que les humains, ce genre de choses. Donc encore une fois, il y a plein d'autres risques, il y a plein de choses à dire, mais pour ça, le résumé, c'est les boîtes d'IA explicitement, comme Sam Altman et Darmo Modet et tous les autres le montrent, veulent construire des IA qui sont plus intelligentes que les humains et que l'humanité entière. Le progrès en IA continue d'avancer et donc on n'a pas de raison particulière de penser qu'il y a un gros blocage. Et personne ne sait gérer ces risques. Personne ne sait faire en sorte que ça ne se passe pas très mal. Donc du coup, là, je ne vais pas rentrer dans les arguments, mais on a à cette adresse le Compendium, qui est notre bouquin sur les risques et sur d'où viennent ces risques, pourquoi est-ce que ces gens font ça, qu'est-ce qui peut être fait, ce genre de choses. Mais moi, je vais me concentrer plutôt sur qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, proposer un plan assez, on va dire, direct, peut-être même simpliste, qui est si on n'a pas les bénéfices techniques, on ne sait pas résoudre le problème technique à temps et qu'on est dans la course, ce qu'il faudrait faire, c'est s'assurer qu'on ne construit pas ces IA qu'on ne soit pas encore capable de contrôler. Et donc, comme disait Flavien plus tôt, c'est faire en sorte que la courbe de la sûreté rattrape la courbe du progrès technologique. Et donc, le plan sur lequel on travaille, c'est définir des mesures concrètes qu'on peut aller donner, montrer à des gouvernements, des institutions internationales, des parlementaires, et qui, si elles sont implémentées, régleraient ce problème-là ou aideraient beaucoup à régler ce problème-là, sans complètement arrêter toute recherche en IA et tout progrès en IA. Et les étapes suivantes, c'est convaincre les gouvernements de passer ces mesures et éventuellement, on en parlait plus tôt, avoir un accord, un traité international qui synchronise ces mesures à travers le monde. Donc, ce que je vais discuter un peu rapidement, c'est quelles sont les mesures que nous, on a en tête. Donc, il y a deux lots de mesures. Le premier, c'est plus des interdits, des choses concrètes. On est, OK, ne faisons juste pas ça. On peut faire plein d'autres choses. Il y a plein d'options ouvertes, mais juste, on évite de faire ces choses-là. Et si on évite de faire ces choses-là, le gros des risques dont on a peur est géré. Donc le premier, c'est on ne poursuit pas délibérément, expressément, la superintelligence, les IA plus intelligentes que les humains. C'est juste, on ne le fait pas. Les boîtes ne peuvent pas dire officiellement dans leur blog ou dans leur truc, notre but c'est de faire une IA qui soit plus intelligente que tous les humains. Ils ne peuvent pas avoir ça dans les conversations internes, c'est juste pas acceptable et c'est légalement pas acceptable. Et donc ça va pas évidemment faire que tout le monde arrête, mais ça va poser beaucoup plus de pression sur les communications internes et externes, sur les investisseurs qui sont peut-être en mode ouais, j'ai pas forcément envie de me farcir la législation contre ça, donc je vais pas investir dans quelque chose qui est à la limite. Le deuxième, c'est interdire la recherche en IA automatisée, donc les IA qui font de la recherche en IA. Ça, c'est un grand sujet de Anthropic qui a dit explicitement. DeepMind, la semaine dernière, avait un tweet où il recrutait des ingénieurs en IA qui ont entraîné des IA pour faire de l'IA elles-mêmes. Et c'est un gros facteur de risque parce que l'idée, c'est si vous avez des IA qui sont capables de faire plus d'IA, eh ben, ces IA peuvent faire de la recherche en IA, améliorer la technologie, et du coup, l'IA elle-même est plus puissante et plus compétente. Et donc, il y a une boucle et potentiellement, ça part loin et ça part trop loin. Et le troisième, la capacité qu'on va interdire, on en parlait avant, c'est les questions de piratage, de hacking. Et l'idée, c'est, si vous voulez des garanties de sûreté, à un moment, il va y avoir des contraintes autour du système. On en parlait de Claude ou de O1 qui étaient limitées d'une certaine manière. Et si on entraîne nos IA, ce qu'on est en train de faire, à faire du piratage informatique, et donc elles peuvent juste s'en sortir de tous les environnements et toutes les contraintes qu'on leur met, il n'y a pas vraiment grand-chose qu'on puisse faire. Et le deuxième groupe de mesures, c'est plus des questions d'implémentation
et des questions un peu, ok, comment on a ces interdictions, ok, comment est-ce qu'on peut les faire en pratique. Donc le premier, c'est une notion qui a été, je crois que le terme spécifique n'a pas été mentionné, mais l'idée est passée dans pas mal de discussions, qui sont des garanties de sûreté. Donc en anglais, c'est safety cases. J'ai pas vraiment trouvé le terme exact français. J'ai vu dossier de sûreté, j'ai vu cas de sûreté, mais c'est l'idée que avant même de déployer une IA, avant même de la construire, on devrait pouvoir dire elle ne va pas être capable de faire ce dont on parlait au slide précédent, de la recherche en IA, il ne va pas y avoir de catastrophe quand je la déploie, et même en plus largement, ça ne va pas affecter négativement la démocratie quand je déploie ça. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire. Et pour l'instant, personne n'est capable de faire ça pour les IA générales. Aucun chercheur, aucun labo. On peut faire ça pour des IA spécialisées, c'est-à-dire que si vous me faites une IA qui reconnaît des tumeurs à partir de radio, la manière dont c'est entraîné, le type de réseau de neurones, les données qui lui sont fournies, on s'attend à ce que cette IA-là ne fasse pas de recherche en IA et qu'elle n'ait pas ce genre de compétences. Mais pour un Claude, un GPT-4, un O1, ils sont littéralement entraînés sur tout ce qui est possible et entraînés à être capables de faire tout et n'importe quoi. Et le dernier point, c'est pratiquement avoir un système de licence qu'un régulateur du coup, national qui s'occuperait de ces mesures donne, ou pour l'Union européenne plus large, donne à les centres de données, les entreprises d'IA et les développeurs d'applications. Donc l'idée, c'est pour plein de trucs qui sont évidemment très... qui ne changent pas l'état de l'art ou qui sont extrêmement... standard par défaut, c'est possible, il n'y a pas de problème. Mais pour les questions un peu plus techniques, les innovations, la recherche en IA, ce genre de choses-là, avoir de contrôle sur toute la chaîne d'approvisionnement pour pouvoir dire ah ok, est-ce que quelqu'un est en train d'entraîner un modèle avec plus de temps de calcul? Ah ok, est-ce que je peux voir qu'est-ce que toi tu as fait? Est-ce que je peux tester ton modèle moi-même, pas toi qui le teste? Nous, les régulateurs, on le teste. Et pour les applications, est-ce que vous êtes littéralement en train de prendre un modèle qui était censé faire tâche A et vous le rediriger pour faire quelque chose qui était interdit? Et donc, en pratique, définir les mesures, c'est difficile, mais on peut le faire dans son coin. C'est un peu sympa, c'est un peu un exercice intellectuel, mais au final, il faut qu'on réussisse à convaincre des gouvernements à travers le monde de les mettre en place. Et donc un succès récent je crois que c'est jeudi, c'est une campagne qu'on a fait ces quelques derniers mois avec les parlementaires américains, donc les parlementaires anglais, désolé, les parlementaires anglais, d'aller les voir, d'aller faire des meetings avec eux et de leur présenter les risques, de montrer qu'on est des gens raisonnables, qu'on comprend bien tous leurs problèmes, qu'on comprend comment ça marche l'économie, qu'on comprend comment ça marche le gouvernement, et de leur dire, regardez, c'est vraiment un problème, est-ce que vous pouvez supporter cette déclaration? Et donc dans la déclaration, il y a explicitement les mentions de risk of extinction et la mention de pour avoir les bénéfices et mitiger les risques. Donc pour éviter d'avoir les risques pour la mitigation, on veut des régulations sur les systèmes les plus puissants. Et donc 16 parlementaires, c'est pas énorme à l'échelle des chambres entières, mais c'est des parlementaires des deux gros partis, des indépendants, et donc c'est un premier pas dans cette direction. Et si vous trouvez ça intéressant et que les discussions de ce matin et cet après-midi vous ont fait un peu peur avec tous les scénarios et toutes les discussions dont on a parlé, il y a des moyens d'aider qui ne demandent pas de passer sa vie sur le sujet. Un moyen très simple dont on parlait avec les gens de Posia, c'est de contacter vos représentants locaux. Vous pouvez juste envoyer un mail à votre député, à votre sénateur, au Premier ministre. On peut envoyer un mail au Premier ministre et de dire « Ah, je m'inquiète de ces risques-là, je trouve ça problématique que la France ne fasse rien dans cette direction. » Ensuite, il y a partager les risques en plus en détail, il y a partager ses propositions, on a des briefs particuliers. Et pour ceux qui sont plus intéressés par le côté, on va dire, intellectuel, c'est réfléchir à ces mesures et essayer de voir, OK, même si elles étaient implémentées, est-ce qu'il y a des problèmes qui restent? Est-ce qu'il faut changer les choses? Est-ce que c'est pas pratique? Parce qu'en pratique, ça n'arrive jamais comme ça dans aucun pays, et donc il faut faire quelque chose d'autre. Donc voilà, merci.